Amine, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous. Et ben, merci de revenir nous voir dans ces webinaires de la FPBN. Et donc, cette fois-ci, nous avons le plaisir, la section addiction, de s'associer à la section de médecine psychédélique pour présenter ce webinaire qui, de ce que j'ai pu comprendre, a eu beaucoup de succès puisqu'il s'agit des psychédéliques, l'intérêt thérapeutique en addictologie versus risque addictif. Et c'est une question qui est souvent évidemment posée. Donc, j'ai le plaisir évidemment de co-animer ce webinaire avec Benjamin Rolland, que vous avez l'occasion de voir évidemment avec moi et moi avec lui, pour la section des addictions. On a pour ce faire trois orateurs de qualité. Le premier, c'est le docteur Bruno Roméo, qui est praticien hospitalier à l'hôpital de Paul Brousse à Villejuif. Et il est inscrit à l'unité psychomade et à l'université Paris-Saclay. Donc, vous connaissez évidemment le professeur Amandine Lucas, qui est au CHU de Nîmes, qui est également, évidemment, psychiatre et addictologue, qui va, elle, donc, nous parler, et Benjamin la présentera avec beaucoup plus de détails sur l'intérêt en addictologie versus risque addictif. Je n'ai pas dit, mais Bruno dira un mot sur la petite pharmacologie des psychédéliques. Et puis, on finira avec le docteur Frédéric Champre, qui lui parlait de kétamine et psychédéliques glutamatergiques, avec pareil l'intérêt en addictologie versus risque addictif. Donc, c'est une session qui est riche, qui est nouvelle, dans la manière avec laquelle on traite les pathologies addictives et qui a l'avantage probablement de venir nous interpeller dans nos évidences thérapeutiques. Je vais rapidement me taire, donner la parole à Bruno Roméo, que comme je l'ai dit, praticien hospitalier, qui va faire un point sur la petite pharmacologie des psychédéliques. Je vous rappelle que il y a moyen de réagir par le chat et nous aurons l'occasion d'être vos interlocuteurs, Benjamin Rolland et moi, pour poser les questions aux orateurs tout à l'heure. Voilà, donc on va s'interrompre, je vais m'interrompre, descendre de la scène et laisser Bruno Roméo commencer la présentation tout de suite. Merci beaucoup Amine, merci beaucoup Benjamin pour cette invitation. Alors, du coup, voilà, c'est une petite slide pour poser vos questions sur le chat. Alors, moi, on m'a demandé, donc je suis Bruno Roméo, je suis PH à Paul Brousse, comme a dit le professeur Benhamina, je travaille aussi à l'UF Psychomade, et on m'a demandé de vous parler de la petite pharmacologie des psychédéliques. Tout d'abord, quand on reprend un petit peu l'histoire des psychédéliques, on voit que c'est des substances qui sont extrêmement anciennes, avec des usages ancestraux, que ce soit de la psilocybine, que ce soit de la mescaline, que ce soit de l'ayahuasca en Amérique du Sud. On voit que c'est des usages qui sont très anciens. Mais c'est que très récemment, dans les années 1940, où il y a eu une synthèse du LSD, puis au fur et à mesure, il y a eu une première vague d'utilisation de ces psychédéliques qui s'est arrêtée pour des raisons politiques principalement. Puis là, depuis une vingtaine d'années, on a vraiment une deuxième vague assez importante. Et dans cette deuxième vague, on voit peut-être un petit peu qu'il y a une caractérisation aussi de comment marchent ces psychédéliques et notamment des structures des différents récepteurs, de où ils agissent et comment ils agissent. Quand on regarde un petit peu les psychédéliques, déjà, on pourrait se poser la question, OK, qu'est-ce que c'est un psychédélique classique? En fait, une définition qu'on pourrait donner, qui peut être critiquable, mais qu'on va utiliser en tout cas pour cette présentation, c'est que c'est un psychédélique qui a un agonisme au niveau des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A, qui peut être responsable de l'altération de la conscience. Et donc, dans ce cas-là, on a plusieurs familles de types de psychédéliques. On a l'hélisergamine, dont le chef de file est le LSD. On a les tryptamines, dont le chef de file est la psilocybine, mais on retrouve aussi la DMT, la 5-MeO-DMT et la psilocine. Et on a globalement les phényléthylamines, dont le chef de file est la mescaline. Donc déjà, vous comprendrez bien que pendant cette présentation, on ne parlera pas, moi pour mon propos, on ne parlera pas de kétamine ou de S-kétamine qui sont des antagonistes des récepteurs NMDA, donc qui ne sont pas à proprement parler un psychédélique dit classique, et on ne parlera pas non plus de la MDMA, qui est une substance entactogène, qui n'a pas véritablement l'action agoniste des récepteurs 5-HT2A, mais plutôt une inhibition de la recapture de la sérotonine. Donc, on va se focaliser, nous, vraiment sur les psychédéliques dits classiques. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'agoniste 5-HT2A, il joue où? Où c'est que ça joue? Et bien en fait, il y a beaucoup de récepteurs 5-HT2A qui se situent au niveau des neurones pyramidaux de la couche 5 corticale. Et en fait, c'est à ce niveau-là où il y a une concentration très importante de ces neurones.
Et par exemple, là, dans cette figure, c'est la psilocybine qui va se transformer en psilocine dès qu'elle sera absorbée et qui va aller activer justement ces neurones ayant un des récepteurs 5-HT2A pour avoir un effet thérapeutique, entraîner des cascades intracellulaires et avoir un effet probablement sur la plastogénèse. Ça, on va en reparler un petit peu après parce qu'il y a probablement d'autres voies qui sont impliquées là-dedans. Maintenant, voilà. Je tiens à remercier pour ce challenge le professeur Roland et le professeur Beniamina parce qu'on me demande de parler de la pharmacologie des psychédéliques en 15 minutes. Et là, cette figure-là, c'est juste pour vous montrer, en fait, voilà, la pharmacologie du LSD, c'est à peu près cet arbre-là. Donc, vous voyez bien que en 15 minutes, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les voies, on va essayer de se concentrer sur certaines. Et en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que ça joue sur énormément de structures. Énormément de structures, les sécrétines, le glutamate, la sérotonine, etc. Donc, en fait, il y a pléthore d'actions. Et un autre point qui est particulièrement important de ce qu'on voit, c'est que, en fait, les psychédéliques dits classiques, comme on a dit tout à l'heure, vont avoir un profil de fixation réceptorielle très différent des uns et des autres. C'est-à-dire, quand on regarde un petit peu le récepteur 5-HT2A, on voit que l'affinité de fixation entre, par exemple, le LSD ou la mescaline n'a rien à voir au niveau de ce profil réceptoriel. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les autres récepteurs sérotoninergiques, mais également pour les autres récepteurs dopaminergiques dans le bas de la figure ici, ou de la sérotonine, par rapport au transporteur de la sérotonine, au transporteur de la dopamine. Donc en fait, c'est hyper important de bien voir que on a créé, c'est une classe, les psychédéliques classiques, mais qu'au sein de cette classe de psychédéliques classiques, en fait, il y a des propriétés pharmacologiques qui sont très différentes en fonction des différentes molécules et que ça donne une hétérogénéité très grande. Maintenant, si on parle psychédélique, évidemment, il faut qu'on parle expérience psychédélique. Et ça, donc ce schéma-là représente un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on prend des psychédéliques, où on a tout d'abord ce qu'on appelle l'expérience psychédélique qui va durer de quelques minutes à quelques heures. Puis après, on a la période d'afterglow qui va être une période propice notamment à la psychothérapie, probablement en lien avec tous les phénomènes de plasticité cérébrale. Et après, les effets résiduels. Si on se concentre un petit peu sur l'état aigu induit par les psychédéliques, ce qu'on peut voir, c'est que cet état aigu, quand on administre de la psilocybine à des sujets sains, on voit qu'il y a une corrélation entre le degré, le taux d'occupation des récepteurs néocorticaux 5-HT2A et l'intensité de l'expérience. Donc, on peut quand même imaginer que cette intensité, que l'expérience psychédélique à proprement parler, est médiée en partie par les récepteurs 5-HT2A ou l'agoniste 5-HT2A. Le deuxième schéma, c'est juste pour montrer qu'on a une corrélation entre le taux plasmatique de psilocine et l'intensité également. Deuxièmement, un autre argument qui va en faveur de cette imputabilité du récepteur 5-HT2A dans l'expérience psychédélique, c'est que quand on administre du LSD à des patients, ou des sujets sains d'ailleurs, et qu'on administre soit de la kétancérine qui est un antagoniste des récepteurs 5-HT2A, soit du placebo, ce qu'on voit, c'est que la courbe noire qui représente kétancérine plus LSD, on a une diminution à la fois de la durée de l'expérience psychédélique et à la fois de l'intensité de l'expérience psychédélique. Donc, ça, c'est un fort argument, et ça, c'est la même étude avec de la psilocybine, où vous avez la grande barre ici qui est la psilocybine seule, et la barre juste à droite, c'est de la psilocybine plus la kétancérine. Et on voit bien que quand on met de la kétancérine en plus, on bloque cette session, bloque cette expérience et elle devient beaucoup moins importante. Donc ça, c'est des arguments très forts pour montrer qu'en effet, que l'agoniste 5-HT2A a au moins une partie responsable de l'expérience psychédélique. Maintenant, quand on compare un petit peu les différentes psychédéliques, comme on a vu, la mescaline, le LSD, la psilocybine, et quand on regarde un petit peu le nadir de l'expérience psychédélique. En fait, on voit sur ce schéma ici, en bleu foncé, vous avez la mescaline 500, en bleu clair, la mescaline 300, le LSD en orange foncé et la psilocybine en orange plus clair. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le nadir de l'expérience psychédélique, quand on prend la MEQ total score ici, il est en fait à peu près équivalent selon les différentes molécules. Peut-être qu'on a quand même un petit effet dose entre le 500 de mescaline et le 300 de mescaline, mais en gros, quand on prend la mescaline, le LSD et la psilocybine, on a la même chose. Donc, ces psychédéliques entraînent une intensité de l'expérience assez similaire. Par contre, quand on regarde un petit peu la pharmacocinétique et comment se passe la session, on voit qu'on a des différences assez importantes, avec notamment la psilocybine qui va avoir un effet plus aigu
et donc plus rapide. Le LSD qui va avoir un effet aussi aigu, mais qui va se durer un petit peu plus de temps, et la mescaline qui va être décalée dans le temps avec un effet aussi important, mais plus long. Et en fait, quand on regarde un petit peu les caractéristiques pharmacocinétiques de ces trois molécules, on voit que la mescaline, on obtient un effet maximum au bout de 4 heures, ce qui est à peu près 2 fois plus que la psilocybine ou encore que le LSD ici en vert. Quand on regarde la durée de l'expérience pour la mescaline, on est autour plutôt de 10 heures, alors qu'une durée de l'expérience pour la psilocybine, on est entre 5 et 6 heures, c'est le graphique en bleu, et une durée de l'expérience qui va de 6 heures pour les faibles doses de LSD à plus de 10 heures pour les fortes doses de LSD. Donc, on voit qu'on a un effet dose pour le LSD qu'on ne retrouve pas forcément pour les autres substances. Et quand on regarde un petit peu l'apparition des effets, par contre, on est assez similaire au niveau de l'apparition des effets, c'est-à-dire que dès la première heure d'administration de la molécule, on va avoir des effets qui apparaissent pour les trois types de molécules. Et par contre, quand on regarde la demi-vie de la mescaline est environ de 4 heures, ce qui est assez superposable avec la demi-vie du LSD, mais qui est à peu près 2 fois plus que la demi-vie de la psilo. Donc, on voit bien que ces psychédéliques, ils sont aussi une hétérogénéité très importante au niveau pharmacocinétique qu'il faudra prendre en compte probablement dans l'administration des psychédéliques, dans les protocoles et même peut-être dans les indications. Quand on regarde un petit peu maintenant le lien entre la substance, la dose et l'effet, on peut voir aussi qu'on n'a pas tout à fait les mêmes relations. Par exemple, si on prend, ça c'est des deux méta-analyses qui ont été faites, une pour la psilocybine que je vous présente là et la deuxième je vous présenterai juste après pour le LSD, où on voit qu'on a un lien direct avec une relation dose-effet entre la psilocybine et l'intensité de l'expérience. Plus on prend de la psilocybine, plus on a une expérience intense. La seule limite à ça, c'est peut-être qu'on n'a pas trouvé de plateau parce qu'on n'a pas donné de dose suffisante de psilocybine, mais ça reste encore à montrer. En tout cas, là, avec les données qu'on a actuellement, c'est une relation qui est linéaire. Par contre, quand on donne du LSD, on voit qu'on a une sorte de plateau qui se crée autour de 100 à 150 microgrammes et que si on prend plus, on n'aura pas forcément plus d'intensité de l'expérience. Donc, encore une fois, ça montre bien qu'on a des différences entre nos psychédéliques classiques dans le fonctionnement et du lien avec l'expérience psychédélique à proprement parler. Maintenant, si on veut parler un petit peu des mécanismes d'action autres de ces molécules, c'est intéressant de bien voir que c'est des molécules qui vont avoir un impact sur la plasticité cérébrale. Et cet impact sur la plasticité cérébrale va notamment jouer sur les récepteurs BDNF, sur la voie TRKB, donc les récepteurs du BDNF. Ces psychédéliques, eux, ils vont aller se fixer directement sur ce récepteur TRKB et vont entraîner plein de choses. Ils vont entraîner en fait une repousse dendritique. Et ça, c'est un des mécanismes d'action supposés et intéressants de ces molécules. En fait, on voit ici, vous voyez ici, sur les 3 photos de gauche, c'est des souris qui sont contrôle. Sur les 3 photos de droite, c'est des souris qui sont mutées pour la voie TRKB. Et en fait, on voit bien que quand on administre du LSD ou encore de la psilocybine, chez les souris mutées, on n'a pas ou peu de repousse dendritique, alors que chez les souris non mutées, on a une repousse dendritique qui est importante. Le schéma sur la droite est juste le corrélat de cette image en graphique. Donc, en fait, ça montre bien qu'on a une action, que les psychédéliques ont une action indépendante de la voie 5-HT2A, mais directement via la voie TRKB avec une plasticité cérébrale importante. Les psychédéliques vont aussi avoir un rôle aussi dans la régulation glutamatergique, qui est aussi déréglée dans les addictions. Tous ces mécanismes d'action sont des mécanismes d'action supposés dans les addictions, et avec notamment une augmentation des taux de récepteurs mGlu-R2. Quand on regarde à un niveau plus sous-cortical, et notamment quand on s'intéresse au nucléus accumbens, dans ce nucléus accumbens qui est quand même une zone bien connue dans les addictions, avec la voie dopaminergique qui est aussi bien impliquée au niveau de la physiopathologie des addictions, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on administre de la psilocybine à un modèle de souris alcool, on voit que quand on administre de la psilocybine en intrapéritonéal, on a une diminution de la consommation de ces souris au niveau de l'alcool. Quand on l'injecte au niveau du nucléus accumbens gauche, on a vraiment un impact au niveau de la diminution, on diminue la consommation d'alcool des souris. Par contre, quand on injecte cette psilocybine au niveau de l'aire tegmentale ventrale, on n'a pas d'action. Donc ça souligne le rôle prépondérant du nucléus accumbens
dans cette étude, avec vraiment une spécificité d'action au niveau de ce nucléus accumbens. Et d'ailleurs, dans cette étude qui est faite par l'équipe d'Amiens du professeur Nassila et Jérôme Jean Blanc, ils ont essayé de bloquer cette action au niveau du nucléus accumbens. Donc, ils ont injecté directement de la kétancérine au niveau du nucléus accumbens. Donc, la kétancérine qui est un antagoniste des récepteurs 5-HT2A. Et à la suite de ça, ils ont injecté de la psilocybine en intrapéritonéal. Et là, ils gommaient l'action de la psilocybine. Donc, en gros, la psilocybine était bloquée, l'action de la psilocybine était bloquée au niveau de ce noyau accumbens, au niveau de la consommation d'alcool. Donc, c'est plutôt intéressant. Comme je disais tout à l'heure, il est intéressant aussi de voir qu'on a dans les addictions, la physiopathologie des addictions, la voie dopaminergique est fortement impliquée, notamment avec une dérégulation de cette voie dopaminergique, possiblement due à un déficit de récepteur D2. Et en fait, dans cette étude-là, toujours chez la souris alcool, quand on injecte de la psilocybine en intrapéritonéal, eh ben, on va avoir une augmentation de l'expression de certaines isoformes de récepteurs D2, que ce soit au niveau du nucléus accumbens ici ou au niveau du cortex préfrontal. Donc, ça va permettre une rééquilibration de ce déséquilibre dopaminergique et probablement d'aider dans le traitement de l'addiction. Encore une fois, c'est de la préclinique, c'est pas de la clinique. Et un dernier point qui semble important, qui est tout ce qui est l'impact de la psilocybine au niveau du système du stress, où il y a pas mal d'études qui montrent qu'on a un impact au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec notamment des impacts sur le cortisol et je l'ai pas noté, c'est pas noté sur ce graphique, mais aussi sur tout ce qui est le système inflammatoire avec une diminution des cytokines pro-inflammatoires probables. Il y a aussi un impact au niveau de tout ce qui est la régulation émotionnelle et notamment au niveau de la connectivité cérébrale à l'amygdale et qui est aussi intéressant quand on prend de la psycho qui probablement peut être en lien avec l'augmentation de la flexibilité psychologique. Pour finir, on peut dire que donc les psychédéliques classiques ont des actions communes. Ils ont tous un agonisme 5-HT2A. Ils ont tous une action sur la voie TRKB, donc qui va entraîner de la plasticité cérébrale. Mais cependant, c'est un groupe très hétérogène de molécules ayant des affinités très différentes pour les récepteurs, ce qui est aussi à prendre en compte. Ils ont des pharmacocinétiques qui sont extrêmement différentes, ce qu'il faut prendre en compte pour les essais. Et je pense qu'un des points qui sera à creuser un peu plus tard, ça va être tout ce qui est de documenter quelle molécule sera plus à même de traiter quelle indication en fonction de leur spécificité chacune. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Bruno. Benjamin, on prend des questions maintenant, on laisse à la fin ou je sais pas. À la fin, Amine. Allons-y, donc je te laisse présenter et je redescends. En retard, merci Bruno pour avoir synthétisé si bien et si vite l'approche pharmacologique des psychédéliques. On voit qu'il y a des psychédéliques propres et des psychédéliques sales, mais on en rediscutera probablement à la fin. Et donc, c'est un grand plaisir d'accueillir maintenant la professeure Amandine Lukiens, donc, qui est professeure de psychiatrie et addictologie à Nîmes, qui a plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle travaille aussi beaucoup sur les addictions comportementales. Elle a travaillé aussi sur la qualité de vie des personnes atteintes d'addiction à l'alcool. Et là, depuis un an, je dirais, ou un an ou deux, avant d'avoir le financement, elle travaille sur une grande étude pharmacologique d'utilisation de la psilocybine dans le trouble d'usage d'alcool, l'étude PAD, dont j'imagine tu vas nous parler, Amandine. À toi la parole. Merci. Oui, merci beaucoup Benjamin. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire aujourd'hui et je vais vous parler effectivement à la fin de cette présentation un petit peu des premiers résultats d'acceptabilité, de faisabilité de notre étude PAD. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt et l'étude dont je vais vous parler a reçu des financements publics. Donc, je voulais, avant de parler un petit peu plus précisément de cette étude, faire part du constat clinique qui nous a amené à nous intéresser à la psilocybine dans le trouble de l'usage de l'alcool. À savoir qu'en fait, on a pas mal de progrès à faire et pas finalement beaucoup de médicaments qui sont efficaces. Et donc, on a un intérêt à élargir le champ des possibles, on va dire, dans ce champ du trouble de l'usage de l'alcool. Sur cette diapositive, vous voyez en fait qu'il y a une problématique particulière de facteurs de risque de rechute pour les personnes qui vivent avec une pathologie duelle, à savoir que quand on est hospitalisé pour arrêter l'alcool, quand on vit avec un trouble d'usage d'alcool, si on présente des signes de dépression, on va en fait rechuter beaucoup plus rapidement que les personnes qui vont faire un sevrage d'alcool en milieu hospitalier, mais qui n'auront pas ces signes de dépression quand ils sortent de l'hôpital. Et donc ça, c'est un enjeu majeur pour nos patients. La dépression, en fait,
fait, en tout cas, les signes de dépression comorbide et probablement plus largement la vulnérabilité émotionnelle constituant un facteur de risque critique pour nos patients qui vont rechuter dans une plus grande proportion et beaucoup plus rapidement. Alors sans reprendre l'excellente présentation de Bruno, donc qui a précédé la mienne, je voulais mettre un peu en relation certains des mécanismes qu'il a pu vous présenter vraiment très clairement et les mettre en lien, en regard en fait sur cette diapositive avec les mécanismes physiopathologiques en fait du trouble d'usage d'alcool, donc qui contribuent à l'établissement en fait du trouble et puis à son maintien, et donc en ciblant sur certains mécanismes d'intérêt qui en fait agissent, enfin voilà, se présentent un peu finalement en mémoire des potentiels et supposés mécanismes d'action de certains psychédéliques et en particulier de la psilocybine. À savoir en fait, comme l'a souligné Bruno, finalement une action de modulation en fait sur les récepteurs sérotoninergiques, des actions en fait aussi sur les facteurs de croissance, donc qui peuvent être intéressants puisque dans le trouble de l'usage d'alcool, on va avoir effectivement en fait, des déséquilibres, de différents, systèmes, mais notamment, de la glutamate, donc qui va agir, sur un complexe, avec la sérotonine et puis des facteurs de croissance bas, notamment dans l'aire tegmentale, ventrale. Et puis on a aussi des effets en fait systémiques qui, voilà, sur lesquels on a des niveaux de preuves qui s'accumulent, notamment sur la dérégulation de certaines réactions inflammatoires, donc au niveau systémique dans le trouble d'usage d'alcool et aussi sur des éléments de dysbiose et on va retrouver dans la psilocybine aussi un potentiel mécanisme d'action, en tout cas supposé à l'heure actuelle, d'immunorégulation et d'action aussi sur le microbiote. Donc cette concordance un peu en miroir en fait entre les mécanismes d'action supposés de la psilocybine à la fois dans les effets aigus et dans les effets post-aigus en fait qu'on appelle aussi afterglow comme vous l'a expliqué Bruno, en miroir en fait des mécanismes de certains mécanismes d'intérêt dans la mise en place et le maintien du usage d'alcool nous font dire que c'est un potentiel candidat vraiment intéressant. En fait, il y a aussi une résonance entre les mécanismes, en fait, ce qu'on retrouve dans les effets aigus psychologiques et comportementaux de la psilocybine, mais aussi dans les effets post-aigus surtout, avec les effets psychologiques et comportementaux, donc qui sont impliqués dans le maintien du trouble de l'usage de l'alcool. Et donc, les éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention, c'est vraiment la réactivité augmentée au stress dans le trouble d'usage d'alcool, les mécanismes de coping, donc qui sont vraiment centrés sur la suppression émotionnelle, et des éléments donc dépressifs, en tout cas de vulnérabilité émotionnelle chez un certain nombre de patients, notamment avec une mésestime de soi et des symptômes dépressifs, mais aussi un sens de la vie un sentiment de sens de la vie assez bas, avec, comme vous le savez, un certain nombre de troubles neurocognitifs, notamment des prises de décision altérées, mais vraiment aussi des détériorations de troubles de l'apprentissage, et puis des troubles du contrôle de soi. Et puis sur le plan des cognitions sociales aussi, donc il y a un champ de plus en plus exploré dans le trouble d'usage d'alcool, on va retrouver ce qu'on appelle des biais cognitifs hostiles, mais aussi en fait des difficultés à appréhender la récompense sociale en fait chez les patients, avec une tendance au repli et au maintien ou une réaction dérégulée émotionnelle dans certains éléments de conflits interpersonnels qui vont souvent précipiter la rechute. Or, en fait, on va trouver dans les psychédéliques eh bien, des effets, encore une fois, un peu en miroir avec, dans les effets aigus, donc une tendance à l'autocompassion et des capacités augmentées à faire face à certaines émotions. Et puis en état post-aigu sur le plan émotionnel, en fait, une levée de certains des symptômes dépressifs quand il y en a et une augmentation du sentiment de sens de la vie avec des composantes de mindfulness et d'acceptation qui semblent augmenter. Et puis aussi, donc on y reviendra peut-être un peu après sur les éléments addictifs potentiels, en fait, des éléments un peu d'inappétence à la récompense immédiate. Donc comme si on n'avait pas vraiment besoin, en fait, ou sentiment d'avoir envie de se récompenser de façon immédiate, donc dans l'état post-aigu, avec aussi sur le plan neurocognitif, en fait, donc comme l'a souligné tout à l'heure Bruno, une flexibilité cognitive qui augmente, avec aussi la possibilité d'adopter des nouveaux schémas comportementaux et une facilitation des apprentissages. Et puis sur le plan du coup, de la cognition sociale, l'adoption de comportements prosociaux.
Alors, ce qu'on sait moins, en fait, c'est quels sont les effets persistants ou l'état stable qui, du coup, fera issue, en fait, suivrait ces états aigus et post-aigus chez des personnes qui prendraient des psychédéliques qui vivraient avec un trouble de l'usage de l'alcool. Donc, évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça se traduise sur le plan comportemental par soit un maintien de l'abstinence pour des personnes sevrées, soit une réduction de la consommation, une augmentation des capacités relationnelles et émotionnelles. Mais donc ça, c'est ce qui manque comme données à l'heure actuelle. Mais quand en tout cas, on fait la synthèse un peu de tout ce que j'ai tenté de vous expliquer, comme l'a souligné aussi Bruno tout à l'heure, on a vraiment l'impression que ce qui pourrait fonctionner, c'est de cumuler en fait ces différents états qu'on retrouve dans l'état post-aigu pour en fait faciliter du coup l'apprentissage au niveau de la psychothérapie et peut-être en fait des stratégies de psychothérapie qu'on utilise habituellement de prévention de rechute et qu'en tout cas, on se trouverait face à une fenêtre particulièrement favorable à la psychothérapie dont il faudrait vraiment faire quelque chose pour avoir un effet sur le plan psychologique et comportemental au long terme pour les personnes qui vivent avec une addiction. Alors du coup, qu'est-ce qu'on sait en fait à l'heure actuelle? C'est quoi les données actuelles dans les addictions? En fait, je vais vous montrer qu'on n'a pas énormément de données finalement à l'heure actuelle, mais par contre qu'il y a vraiment on va dire presque une exaltation de la communauté scientifique sur cette thématique, puisque vous voyez ici sur cette publication qui a déjà 2 ans, donc les chiffres ont sûrement augmenté entre-temps. Ce sont les essais qui sont enregistrés donc qui sont donc en cours ou sur le point de débuter donc dans le champ des psychédéliques. Alors dans cette publication, ils ont inclus le cannabis, qui est un peu une singularité, donc peut-être au sens de hallucinogène au sens large. Vous voyez qu'il n'y a pas un consensus ferme sur qu'est-ce qui est ou n'est pas un psychédélique, et donc on est tout à fait dans notre topic de ce webinaire. En tout cas, si on cumule les thématiques en fait sur lesquelles ces essais sont inscrits, eh bien en fait, on a une majorité d'essais qui vraiment se situent dans le champ de l'addictologie et bien plus que dans le champ de la psychiatrie générale, on va dire. Mais si on regarde les données en fait publiées déjà, donc je fais référence à cette méta-analyse qui a été publiée cette année et qui cumule en fait les essais anciens et les essais plus récents dans des populations cliniques, eh bien, on voit que pour la psilocybine, donc il s'agit surtout d'essais ouverts et d'un seul essai randomisé contrôlé qui est publié à l'heure actuelle, qui sur cette méta-analyse montre un avantage pour la psilocybine versus en fait soit un placebo, soit dans le cas du seul essai contrôlé sur lequel je vais insister un tout petit peu plus, versus diphénhydramine. Donc en fait, on était en comparatif avec une substance qui est supposée non active, mais qui donnait en fait un peu des flushs et une accélération du rythme cardiaque, et donc qui pouvait essayer qui espérait flouter un peu ce qu'on appelle l'unblinding, le fait qu'en fait ces études soient pas vraiment en placebo, la condition aveugle en fait ne soit pas vraiment maintenue parce qu'il y a un devinement d'aveugle dans près de 80% des cas chez les patients. Mais en tout cas, on voit ici que dans cet essai, eh bien, on retrouvait bien une diminution des consommations d'alcool chez les patients. Il faut savoir qu'il y avait un recrutement un peu particulier dans cette étude qui a eu lieu aux États-Unis avec des personnes qui étaient avec des niveaux de revenus assez élevés, donc des jours de consommation excessive à baseline assez fréquents, mais par contre en quantité, donc en nombre de verres en fait par jour, on était sur des quantités quand même assez minimes, puisque au screening en fait, on était plutôt chez des patients qui buvaient 4 à 5 verres en moyenne au départ, donc loin des 20 verres qu'on retrouve souvent chez nos patients quand ils sont hospitalisés en addictologie. En tout cas, c'est un essai qui est vraiment encourageant et qui a ouvert la voie, et donc voilà, donc qui nous a permis aussi de consolider les hypothèses sur lesquelles on a basé l'étude dont je vais vous parler dans quelques instants. Pour les autres substances, en fait, on voit qu'au niveau du LSD, en fait, on est surtout sur des études anciennes, et donc dans cette méta-analyse sur des études anciennes, donc probablement avec des niveaux de preuve et des qualités peut-être pas avec les standards actuels, on n'avait pas d'efficacité. Et puis on n'a pas d'essais randomisés sur le tabac, mais pas mal d'études ouvertes ou en population générale avec des gens qui rapportent des effets positifs, mais un niveau de preuve vraiment très bas. Juste un mot sur l'ibogaïne, en fait, qui fait partie des psychédéliques classiques, mais avec des mécanismes pharmacologiques un peu différents, puisqu'il s'agit d'une substance qui est mu et kappa agoniste, et qui, sur des données, pourrait suggérer en fait une facilitation du fait de traverser le sevrage avec moins de signes de sevrage aux opiacés et moins de craving par la suite, mais le seul essai randomisé disponible n'a pas montré d'effet à court terme.
Alors, simplement pour juste resituer aussi vraiment en quelques mots, en général, on parle de ces substances, mais accompagnées à la psychothérapie, en tout cas accompagnées par un accompagnement vraiment très renforcé qu'on appelle donc la PAP en général, qui consiste en 3 phases. Donc le fait de préparer le patient, vraiment lui donner toutes les clés pour qu'il puisse maîtriser son expérience, l'aider à formuler aussi des intentions donc sur, ce qu'il va faire pendant ce fameux voyage sous psychédélique et aussi, l'accompagner donc en assurant un peu un cocon de sécurité dans une approche, plutôt passive en fait, pendant qu'il est, sous psychédélique et puis une session d'intégration pour l'aider à digérer un peu son expérience et en faire quelque chose pour la suite. Donc voilà ce qu'on appelle la PAP. Ce qui est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vraiment, probablement d'associer des approches de psychothérapie bien plus renforcées que juste cette, simple PAP en 3 phases, dans les suites. Alors qu'est-ce qu'on sait des effets secondaires connus? Eh bien, on sait, que ça dépend probablement à la fois du produit, de la dose, mais aussi de la forme qu'on donne et surtout de l'accompagnement qui est proposé aux patients et d'ailleurs, il y a eu dans certains États, notamment aux États-Unis, qui ont légalisé certains nombres de psychédéliques, une augmentation du passage aux urgences, d'attaques de panique chez des patients qui avaient un usage récréatif et non accompagné de ces substances. Il y a aussi une vigilance sur les risques suicidaires possibles et donc avec, vraiment beaucoup de méfiance, à inclure comme ça sans préparation des patients qui diraient que c'est leur dernière chance, notamment dans des essais, contre placebo. En tout cas, il y a des données assez rassurantes, sur, la sécurité puisque quand on regarde sur cette diapositive, une étude en population générale, vraiment sur un très, très grand nombre de patients, plus de 400 000 sujets, on voit qu'en fait, encadrés en rouge, les psychédéliques semblent, être associés, en tout cas pour la psilocybine, à un meilleur état psychologique quand on a essayé une fois dans sa vie la psilocybine et en tout cas pas de différence significative, par rapport aux gens qui n'auraient pas essayé et ce qui se situe vraiment sur un autre, schéma de risque par rapport à ce que vous voyez en bas du graphique pour des substances qui sont réputées, addictives. On retrouve le même schéma pour, les idées suicidaires, donc on est plutôt rassuré sur ces études en population générale et en tout cas, sur le plan du risque addictif, finalement la donnée, je trouve la de plus forte qualité, c'est cette différence entre les personnes donc chez des personnes qui sont très vulnérables pour le plan addictif, qui ont injecté une drogue dans l'année, en fait, on va regarder des gens qui ont consommé une fois et vont revenir consommer dans les 6 mois des substances et vous voyez qu'en fait, on est à 40-60 pour des substances comme les opioïdes et les stimulants et seulement à 12 pour les psychédéliques avec vraiment peu de réinitiation. Et donc juste un mot pour conclure sur, cette étude, l'étude SPAD, donc pour laquelle on a fini le recrutement, avec 30 sujets inclus, avec 2 sessions, de, psilocybine 25 milligrammes à 2 reprises, versus 1 milligramme, et qui inclut en fait des patients qui étaient récemment sevrés d'alcool, mais qui présentaient des signes de dépression persistants après sevrage et qui étaient, inclus, en milieu hospitalier et suivaient un programme de prévention de rechute assez renforcé. Donc on préparait selon, la PAP en fait, et les approches habituelles, les patients donc pour leur séance de psilocybine et donc on a pu inclure ces 30 patients qui pour la plupart en fait ont accepté de reprendre, une deuxième dose de psilocybine, et simplement vraiment juste cette dernière diapositive pour vous montrer qu'avec l'accompagnement proposé, finalement les degrés d'anxiété pendant les prises pour les patients qui pensaient être à forte dose, puisqu'on n'a toujours pas levé l'aveugle en fait de cet essai, dont les dernières données sont encore en cours de recueil. Eh bien, on avait des niveaux d'anxiété vraiment très modérés, avec en moyenne 2,6 sur 10 pour les patients qui avaient eu une forte expérience psychédélique, et une moyenne de 1,6 pour les patients qui pensaient être à faible dose. Donc des niveaux tout à fait contrôlés d'anxiété et donc vraiment très encourageants. Un mot final, il me reste 15 secondes pour vous dire que le travail sur les intentions paraît vraiment assez primordial, pour pouvoir avoir un effet thérapeutique, pour les patients pour la suite avec cette citation d'un patient qui dit, qu'après la prise, il a eu un sentiment de liberté, de l'addiction, de ses pensées dépressives et anxieuses, un sentiment de libération et donc on souhaite bien sûr, très prochainement pouvoir vous proposer plus de données et les données, d'efficacité aussi, pour, ces patients. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Amandine et puis on souhaite tout le meilleur pour la suite de l'étude. Pas de 2, pas de 3, je ne sais pas comment c'est prévu. En tout cas, c'est super que des équipes françaises fassent des essais cliniques sur les psychédéliques. Hein, donc, je crois qu'il y a à Paul Brousse aussi une recherche, mais on en parlera tout à l'heure.
en addictologie en tout cas. Merci Amandine. Donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Fred Chambre, le docteur Fred Chambre, qui est responsable du service d'addictologie à Autun. Et donc l'éduin du groupe là, qui donc est quasi voisin et que je connais depuis plusieurs années et qui a un parcours particulier, puisque je ne veux pas dire de bêtises, mais tu as été médecin urgentiste, hein, Frédéric, et tu t'es beaucoup intéressé aux anesthésiants, et c'est là que tu as peut-être découvert la kétamine, qui est un sujet qui t'intéresse. Et donc, tu es un grand expert du sujet. On voyait tout à l'heure que la kétamine, historiquement, pouvait pas vraiment être classée dans les psychédéliques, mais de plus en plus de gens la considèrent désormais comme un psychédélique, plutôt dans le sens où elle participe à la modification de la perception sensorielle de la réalité. Donc, livre-nous ton expérience de clinicien sur la kétamine aujourd'hui. Merci Fred. Merci Benjamin, merci Amine d'être à l'origine de ces moments de partage. Donc je pensais que Bruno Roméo ferait la pharmacologie de la kétamine. Enfin, c'est pas grave, il avait déjà fort à faire et ça paraissait compliqué de tout faire. Donc l'idée, c'est de parler des psychodysleptiques glutamatergiques et d'aborder éventuellement le dextrométhorphane et le PCP, mais c'est surtout effectivement de kétamine dont je vais parler. Effectivement, comme le disait Benjamin, j'en ai eu un usage en tant que médecin réanimateur longtemps, puis ayant endossé la casquette d'un addictologue, je me retrouve à regarder la kétamine avec une autre lorgnette. Alors, pour voir les intérêts de la kétamine en addicto et éventuellement les risques, finalement, qu'est-ce qu'on sait à propos de la kétamine? Alors, j'aurais un arsenal moins diversifié sur la pharmacologie. En tout cas, c'est moins la même voie que ce qui a été étudié à propos de la psilocybine et du LSD. On est sur la voie NMDA. C'est un antagoniste du récepteur NMDA du glutamate. Quand même, ce qui est important à propos de la kétamine, c'est que ça fait 60 ans qu'on s'en sert en médecine humaine et vétérinaire. Hein. Les essais sur les souris, ça fait quand même très longtemps qu'on endort des chevaux, des chiens, des chats, etc. à la kétamine. En France, il s'agit de chlorhydrate de kétamine, c'est un mélange racémique. Ça a du sens de se rappeler de ça à propos du Spravato dont je reparlerai tout à l'heure. Voilà, c'est un produit dont la biodisponibilité est assez faible, sa demi-vie est courte, 2 à 4 heures, ça donne une certaine souplesse, en tout cas dans son usage anesthésiologique. Elle est fabriquée, c'est une évolution du PCP, de la faciclidine, tristement célèbre pour les addictologues. Ce qui est important, c'est que c'est une chimie complexe. Hein. Les arylcycloalkylamines, c'est pas je bricole de la méthamphétamine dans un camping-car à partir de la pseudoéphédrine pour ceux qui ont la référence. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la kétamine, même de contrebande, c'est l'Asie et l'Inde qui fabriquent ça. On a le sentiment qu'il y a un usage récréatif assez diffus, avec une augmentation ressentie, mais qui n'est pas encore vraiment objectivée, même si, par exemple, l'European Drug Report de 2023, le rapport Trent vont quand même suggérer une évolution dans ce sens. Alors, en anesthésie, la kétamine, c'est assez simple. Hein. Quand on veut faire des anesthésies générales, on utilise la voie intraveineuse directe. Le fait important, c'est que on a tous entendu cette triste réputation de la kétamine qui peut donner des réveils compliqués avec des patients agités, etc. Rien que le fait de pratiquer l'injection lente en 1 minute décontingente pratiquement toujours de ces effets indésirables. Donc quand on utilise par exemple, quand on est dans une frange de 2 mg kilo, on détermine une anesthésie générale qui va durer 5 à 10 minutes et on peut reproduire par les mêmes bolus comme ça éventuellement une prolongation de l'anesthésie. C'est un produit pour lequel on peut aussi utiliser la voie intramusculaire. J'y reviendrai, ça peut avoir du sens. Il y a des perfusions continues qui peuvent être utilisées. Ce qui est surtout fondamental en anesthésiologie, c'est que finalement, il y a une hémodynamique qui est parfaitement respectée. On n'a pas les chutes de tension qu'on a avec les autres anesthésiques, genre propofol ou les opiacés comme le fentanyl. On a une conservation des réflexes pharyngés et laryngés. Je vais pouvoir y revenir après. En analgésie, on utilise aussi beaucoup la kétamine, alors avec la voie intraveineuse, avec les mêmes restrictions. La voie intramusculaire est envisageable, alors toujours pareil, à condition de pratiquer les administrations lentes, au moins en 1 minute. Il y a des nouvelles indications, comme par exemple, alors voilà, la douleur rebelle. Alors,
là c'est un peu compliqué. Je ne peux pas m'appuyer sur des études extrêmement rigoureuses, et j'en demande pardon à ceux qui les mènent si je ne les connais pas, mais on va dire que la kétamine, c'est un peu le baclofène dans les psychodysleptiques. C'est-à-dire que voilà, ça fait 60 ans qu'on s'en sert. Et quand on l'a mis sur le marché, on n'avait peut-être pas les mêmes exigences que quand on met maintenant un produit sur le marché. Toujours est-il que les douleurs rebelles, donc c'est les fibromyalgies graves, c'est les douleurs neuropathiques réfractaires au traitement bien conduit. Et dans ce cas-là, on va utiliser ça sur des perfusions sur 24 heures. À noter qu'il n'y a pas spécialement de recommandations françaises pour ces indications et qu'on s'inspire, les algologues en tout cas, des recommandations nord-américaines. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on est assez détendu à ces posologies, on n'a pas besoin de monitoring cardio-tensionnel, etc. Mais ce qu'on constate effectivement, c'est que dans déjà ces posologies, on a des patients qui décrivent des sensations d'euphorie, de détente, et le mot dissociation est spontanément adopté dans le champ lexical des usagers de kétamine, que ce soit des patients ou des usagers ludiques. Alors en psychiatrie, je ne m'étends pas très longtemps, mais le Spravato a constitué une avancée extrêmement sismique dans le champ du traitement de la dépression. Ce qui est quand même très intéressant avec le Spravato, c'est que c'est une voie nasale, ça on pourrait s'en inspirer peut-être pour d'autres usages. Quand même, le Spravato, c'est l'isomère lévogir de la kétamine. Je disais tout à l'heure que la kétamine en anesthésiologie, c'est un mélange racémique, donc des deux isomères. Ça coûte quand même 200 € hors taxe, le flacon de pulvérisation. Une ampoule de 250 mg de chlorhydrate de kétamine, ça vaut 80 centimes d'euros. Donc voilà, peut-être qu'il y a matière là à conjecturer sur la gourmandise des laboratoires. Enfin, on pourrait en parler. Et que dans ce champ particulier du Spravato, l'existence d'un terrain d'addiction pose un problème, ce qui nous rend pas service quand on est addictologue et qu'on voudrait éventuellement détourner ça de son utilisation. Ce qui est très spécifique de la kétamine, c'est quand on l'utilise au long cours, que ce soit dans un usage médical ou dans un usage récréatif par les patients, on a toujours une atteinte urologique, une atteinte du parenchyme urologique. Je vais avoir l'occasion de développer ça un petit peu, qui est assez calamiteuse, ainsi qu'une atteinte hépatobiliaire. Mais ça, on l'observe systématiquement. Donc, ça, c'était ce qu'on faisait. Maintenant, qu'est-ce que font les patients, eux, avec la kétamine? En fait, on va voir qu'ils font un peu la même chose. Donc en milieu festif, que ce soit en teuf, etc., la cible à atteindre, et là c'est pas celle des anesthésistes, mais c'est d'obtenir un état de détente, d'euphorie, d'obtenir un peu un état hallucinatoire. Alors les hallucinations produites par la kétamine, c'est pas la même chose que le LSD et la psilocybine, qui sont quand même un cortège de sensations extrêmement colorées, très riches, très psychédéliques. Les hallucinations de la kétamine sont quand même décrites par les patients comme beaucoup plus rustiques, plus frustes, voire même on entend le mot de soviétique. Alors voilà, le sliding est décrit, c'est-à-dire cette impression de pixelisation grossière de la réalité avec un suivi quand on change d'axe de regard. Dès des posologies faibles, on obtient un début de dissociation. C'est simple, finalement, on va sur une anesthésie du corps, une analgésie poussée du corps avec le maintien d'une conscience conservée. C'est ça qui est vraiment très particulier à la kétamine. En milieu ludique, elle est sniffée ou ingérée. Elle est bien sûr utilisée dans le cadre de soumissions chimiques visant à obtenir une transaction érotique, et dans ce cas-là, c'est une dose anesthésique, puisqu'on va chercher une perte de conscience. Les usagers récréatifs mélangent souvent la kétamine avec des stimulants. Le Calvin Klein, le mélange cocaïne-kétamine est extrêmement célèbre chez les usagers, mais on voit aussi des catinones comme alors le 3-MMC, etc., tout ce qui est susceptible de se trouver sur le marché. Le but étant d'augmenter la conscience, finalement, la vigilance de cet état dissociatif pour en profiter. Dans le chemsex et dans la communauté HSH, où on a parfois la recherche de réalisation de performances, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais à ce moment-là, l'usage analgésique peut être, en tout cas, est décrit comme étant un recours possible, mais on observe aussi des soumissions chimiques, bien entendu, dans ce registre-là. Et il faut avoir présent à l'esprit que, de par ses propriétés analgésiques assez puissantes, évidemment, les usagers peuvent se faire mal pendant les sessions de consommation et découvrir à l'issue des lésions de compression, des fractures, des entorses, des brûlures, etc. Tous les usagers décrivent ce qu'ils appellent, alors il y a vraiment un champ lexical extrêmement riche autour de la kétamine, mais le body load qui est décrit par les patients correspond à une espèce de ralentissement psychomoteur qui va durer 24 heures après une session de consommation.
Et ça nous amène alors à parler de quelque chose de particulier à la kétamine, qui est le K-hall. Alors, il y a deux façons d'aborder le K-hall. Il y a la façon des docteurs, finalement, de nous, qui va être de considérer que le K-hall, ça va être une perte de conscience totale, ça va être finalement la survenue d'une anesthésie générale. Et ça va être un tableau clinique comparable au G-hall, hein, avec le GHB. Alors, en général, c'est pas quelque chose qui est recherché par les patients, c'est plutôt accidentel. Ça arrive notamment quand il y a d'autres produits dépresseurs comme l'alcool, et ça surprend les usagers. Mais c'est pas spécialement recherché. En revanche, il y a certains usagers qu'on va donc appeler les haulers, qui s'appellent eux-mêmes les haulers, et qui vont donc hauler, c'est donc un beau néologisme dans le champ de la kétamine. Là, pour le coup, c'est des usagers qui vont chercher à s'approcher le plus possible de cette anesthésie générale pour obtenir vraiment une dissociation maximale, c'est-à-dire finalement une anesthésie corporelle totale, mais avec un état de conscience conservé. On voit bien que finalement, hauler, ça va demander beaucoup de soins, de savoir-faire, et finalement, c'est des patients qui ont une pratique assez rigoureuse de leur session de consommation. Il n'est pas rare d'y rencontrer des injecteurs, et là, on n'est pas chez les toffeurs, on est dans une atmosphère beaucoup plus calme, avec des effectifs plus restreints, et des patients qui sont très, très éduqués. Quoi qu'il en soit, la kétamine se caractérise dans tous les cas d'installation finalement répétée par l'installation d'une tolérance, avec pour le coup cette fois-ci l'impossibilité de retrouver, et ça gêne, les patients peuvent tomber dans ce piège finalement, ce K-hall psychique avec anesthésie corporelle totale. Et là pour le coup, on va rencontrer un tableau classique d'addiction finalement, avec la nécessité d'augmenter et de rapprocher les doses pour trouver cette anesthésie générale, et les patients ne la trouveront plus. Donc va se constituer le tableau classique, hein, avec marginalisation, précarité sociale, etc., atteinte cognitive, et la survenue des complications urologiques. Et ça, c'est assez calamiteux parce que, alors là encore, on augmente le champ lexical des usagers de kétamine. Les K-cramp ou K-pain sont extrêmement invalidantes, hein. On a des sujets qui sont totalement grabatarisés par ces douleurs urologiques, et ça va venir s'ajouter finalement au repli sur soi et à la marginalisation. Et à ce moment-là, c'est des usagers qui vont considérer la kétamine, et ça va être validé par l'expérience, comme finalement le seul antalgique qui va être capable de soulager ces douleurs organiques. Donc ça va entretenir le cercle vicieux. Évidemment, bien sûr, en usage récréatif, on n'a pas forcément un contrôle pharmacologique absolu, bien que beaucoup de kétamine proviennent de cambriolage de cabinets vétérinaires ou de pharmacies, mais on voit tourner de la méthoxétamine, de la méthoxykétamine, de la fluorokétamine, alors qui ont été dosés et validés, hein, sans compter tout ce qui ne manquera pas d'être en fabrication et en cours de diffusion, évidemment, dans un futur très proche. Donc, les addictologues, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec la kétamine? On n'a pas de traitement absolument spécifique chez ces patients-là. On fait une prise en charge addicto, c'est-à-dire donc médico-psychosociale, comme toujours. La spécificité de la kétamine, c'est qu'il faut penser à réaliser un bilan urologique. En général, on a du mal à l'oublier parce que les patients souffrent vraiment de lésions préoccupantes. La chanson de geste, hein, raconte des tableaux de chirurgie vésicale, et même ça va jusqu'à la transplantation hépatique en urgence. Hein. Ça peut être tout à fait préjudiciable. Dans la prise en charge de ces patients, on est confronté justement à la prise en charge de ces douleurs avec une prudence évidemment sur ces terrains-là dans l'usage des opiacés. Le nefopam peut constituer éventuellement un atout. On va éventuellement envisager les traitements anti-craving, pourquoi pas le baclofène, et puis la N-acétylcystéine qui peut, là encore, dans ses propriétés modératrices de la voie glutamatérgique, pourrait être un recours. C'est ce qu'on pourrait faire qui est intéressant, parce que s'il y a beaucoup d'études finalement qui sont faites, comme dans le champ de tous les psychodysleptiques, hein, avec couplage avec la psychothérapie, études sur, il y a la très belle étude effectivement du professeur Nassila qui s'est attaché à étudier le trouble d'usage d'alcool chez les populations de rats. C'est des trucs intéressants, très intéressants forcément, et là encore je demande pardon aux gens que je n'ai pas nommés parce que je ne suis pas au courant forcément des études en cours. Ce qui est quand même intéressant, c'est que voilà, il y a des similarités entre la kétamine et le baclofène, c'est qu'il y en a dans tous les hôpitaux en France, il y en a dans tous les tiroirs.
On n'a pas encore de solution de LSD ou de psilocybine prête à injecter. C'est pas cher, c'est très bien toléré et pas dangereux, et les effets psychodysleptiques, si on s'en sert, sont extrêmement rares, avec les précisions qu'on a vues. Donc on a quand même 60 ans de recul sur l'usage en anesthésiologie de la kétamine. Donc, par exemple, on pourrait considérer des situations addictologiques qu'on pourrait qualifier d'intensives. Par exemple, les sevrages d'alcool qui sont lourds, avec des Cushman très élevés, c'est du quotidien dans notre champ d'exercice. C'est des patients qui terminent assez classiquement en réanimation ou en soins continus. Ils vont avoir une sédation avec un arsenal extrêmement diversifié, la dexmédétomidine, les benzos, etc., etc. On pourrait imaginer après tout que la kétamine, et là on serait dans son champ d'indication, puisse être proposée comme agent de sédation chez ces patients-là, sur 24 à 72 heures, ça pourrait être intéressant. Pour les demandes de sevrage sec de méthadone, ça pourrait être intéressant aussi, et je vois qu'il faut que j'accélère. Chez les patients en perte de TSO, qui peuvent être considérés comme des patients hyperalgiques, on pourrait proposer peut-être les protocoles utilisés par les algologues. Et enfin, je termine avec ça, tous les jours, il y a un nombre très important de patients qui vont bénéficier d'une induction d'anesthésie générale pour une chirurgie programmée, et ils vont avoir de la kétamine. Est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, assez facilement, et tout en étant dans les clous de l'indication de ce produit, évaluer les comportements addictifs avant et après ces anesthésies? Ma bibliographie sera disponible sur le replay, et merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment glutamatergique. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très clair et très concis et bien important. Et de toi, moi, j'ai appris plein de choses, bien qu'on pense à chaque fois pouvoir dominer la question. Mais je voulais remercier l'ensemble des orateurs pour la concision et la précision de leurs propos. Donc, on a encore quelques minutes, même un peu plus que ça, pour pouvoir, il me semble, répondre à beaucoup de questions. Benjamin, je crois que tu les as. Je n'arrive pas à les relever. Est-ce qu'on peut éventuellement commencer à poser quelques questions en rafale sur des sujets? Tu les as soulevés là? Alors, il y a une question pour l'instant. Fred, si tu veux bien, merci. Couper ton micro. Voilà. Donc, une Libérer question les pour questions, là. Amandine Luquins. La question d'une corrélation entre psychédélique et risque suicidaire a été évoquée par le docteur Luquins. Quelles données avons-nous à ce sujet? Autrement dit, à quel point l'image de film où la personne s'envole de son balcon ou de sa fenêtre est-elle vraie? Merci d'avance. Faites des réponses courtes, comme ça on a plusieurs questions, hein, Amandine, pardon. Oui, merci pour cette question. Donc en fait, je pense que cette question, elle devrait être divisée en deux questions, mais je vais quand même tenter de faire court. La première question, c'est est-ce que la substance, en fait, notamment de la psilocybine ou d'autres psychédéliques classiques, donc, pourrait avoir déclenché des idées suicidaires en elles-mêmes? Et l'autre question, c'est comment ça se fait que dans les essais cliniques, on retrouve pas des tentatives de suicide ou des idées suicidaires? Et là, du coup, c'est pas forcément juste en lien avec la substance, mais ça peut être aussi en lien avec le design. Donc, c'est ce que j'ai tenté de vous dire très brièvement dans ma présentation. En fait, il y a effectivement dans les essais cliniques récents une vigilance particulière sur les idées suicidaires ou les tentatives de suicide. Donc, ce qu'on a retrouvé, c'est en fait des profils de personnes qui avaient déjà des idées suicidaires auparavant, avant d'entrer dans les essais, et qui probablement avaient des attentes vraiment peut-être peu réalistes en fait vis-à-vis des psychédéliques, et donc avec une attente, si vous voulez, de dernière chance. Donc c'est en fait, je suis tellement désespérée que c'est ça ou rien, et donc si ça ne marche pas, et bien du coup j'aurai plus d'alternative en dehors des idées suicidaires. Donc ça, je pense que c'est une très mauvaise indication à entrer une personne dans un essai, et en tout cas globalement il y a beaucoup de travail à faire avant d'envisager un psychédélique. Donc du coup, on est toujours pour le moment sans réponse claire, mais c'est pour ça que je vous ai montré en fait cette cohorte en population générale qui montre que chez les gens, les usagers vie entière en fait de psychédéliques, on a un profil non seulement d'idées suicidaires mais tentatives de suicide qui est beaucoup plus bas, enfin qui pour la psilocybine est meilleur que chez la population générale, et qui en fait est nettement différent d'autres substances, notamment addictives, puisque c'était une des questions du webinaire. Donc on continue à collecter vraiment très précisément ces données qui évidemment suscitent lapsus, donc un intérêt particulier et nécessitent une vigilance particulière, mais les données sont en fait plutôt relativement rassurantes, à l'exception d'un possible effet aussi nocebo dans les groupes contrôle des personnes qui seraient déçues en fait de ne pas avoir la forte dose. Très bien, merci Amandine. Juste un point là-dessus, Benjamin, si tu m'autorises. Oui, bien sûr. Un commentaire, ce qui est dit, on peut le retrouver, évidemment, avec des terrains notamment.
sur des consommateurs de cannabis qui peuvent faire un passage à l'acte en dehors en dehors du setting organisé pour les psychédéliques, hein. C'est vrai que le terrain, les attentes et puis tout l'environnement ont un effet extrêmement important là-dessus, hein. Je t'en prie. Ah, il y a une double question là qu'on va prendre de Robin Lantz. D'abord une pour Fred. Quel est votre avis sur l'intérêt thérapeutique de la kétamine dans la prise en charge de la dépression via l'effet dissociatif? C'est une question un petit peu technique. Et une question pour tous les trois. Y a-t-il encore des barrières aux études des psychédéliques dues à la législation de ces produits? Alors, je me suis pas volontairement pas étendu longtemps sur le Spravato, qui quand même a généré une attente extrêmement intense chez tout le monde parce que on changeait de classe médicamenteuse, on disposait enfin d'une nouvelle ressource avec une voie d'administration très originale, non contraignante. Et finalement, enfin, on a un peu l'impression que le soufflet retombe parce que au quotidien, c'est pas facile d'inclure des patients. Alors, je suis pas psychiatre, mais pour nous, pour les patients d'addicto, c'est compliqué d'aller envisager le Spravato comme ressource. Alors, est-ce que Excuse-moi Fred, mais c'était bien sur la kétamine et non l'eskétamine, la question là, hein. Est-ce que l'effet antidépressif serait dû à l'effet dissociatif? C'est comme ça que je comprends la question. Alors, un peu l'effet reset que l'on retrouve avec la psylo dans la dépression, je crois. C'est un peu ça. L'effet dissociatif, il est commun à la lévokétamine et à la dextrokétamine. Ouais. Il serait, mais les études restent quand même un peu spéculatives là-dessus et sont surtout pas très nombreuses. La S-kétamine serait moins dissociative que l'isomère dextrogir. C'est ce qu'on voit musarder un peu dans la littérature. Ça pourrait quand même être un peu réaffirmé par d'autres études. Maintenant, je suis pas capable de répondre si la dissociation en elle-même est un élément majeur de l'aspect thérapeutique sur le syndrome dépressif. Là, je peux peut-être des psychiatres. Bruno, tu voulais dire rajouter un point? Compléter justement par rapport à kétamine et efficacité antidépressive. Il y a deux choses principales. Quand on faisait les perfusions dans les premières études avec les perfusions de kétamine, en effet, il y avait une sorte de corrélation dans pas mal d'études qui étaient retrouvées entre l'intensité de la dissociation et l'efficacité thérapeutique, sachant que l'intensité de la dissociation était faite avec une échelle, la CADSS, qui était pas forcément au top. Mais il y avait certaines études qui retrouvaient des associations entre les deux. Avec la S-kétamine et le Spravato, il y a très très peu d'études pour le coup qui retrouvent des corrélations entre les deux. Donc il y a l'air d'avoir vraiment une différence entre le mélange racémique et à proprement parler la S-kétamine là-dedans. Après, de là à dire que c'est parce qu'il y a une dissociation ou qu'il y a une amélioration, non, c'est des associations et n'est pas des causalités. Ok, important. Et puis la S-kétamine dissocie moins que la kétamine, ça c'est clair et ça a été rappelé. J'avais une question avant de passer aux autres questions du chat sur la nature des produits qui sont utilisés dans les essais cliniques contemporains. Alors, dans le champ des NMDA, il n'y a que la kétamine, sauf erreur, mais on peut comprendre parce que c'est un médicament qui existe déjà. Et donc, on ne voit pas passer d'études, par exemple, avec le PCP ou d'autres antagonistes NMDA. Je suis étonné dans les études sur les sérotoninergiques que on ait essentiellement de la psilocybine et un petit peu d'ayahuasca. On voit plus du tout, sauf erreur, d'études sur le LSD. Est-ce que c'est juste des effets de mode ou est-ce qu'il y a des raisons pharmacologiques qui expliquent ça? Il y a plusieurs réponses, hein. On peut apporter le LSD. Il y a quand même certaines études qui sont faites sur le LSD, notamment par Holze dans les symptômes anxio-dépressifs, dans le sujet en fin de vie où il vient de sortir encore une grosse étude, je ne sais plus quel journal, mais un gros papier. Donc il y a encore des choses qui sont faites avec le LSD. Après, et il va y avoir l'étude évidemment alcool Adélie de Luc Mallet qui va utiliser le LSD dans l'alcool qui va être fait en France. Mais après, je pense que peut-être qu'il y a aussi la commodité d'utilisation, c'est-à-dire comme je montrais, la durée de la session du LSD, elle est quand même plus longue. Déjà que 6 heures d'accompagnement thérapeutique pour la psilocybine, c'est déjà énorme. Alors si on doit faire encore plus long avec le LSD, au niveau de la faisabilité, ça devient probablement que c'est une complexité en plus et qui fait que c'est pas cette substance-là. Et après, il y a, je pense, mais ça c'est que mon avis très personnel, qu'il y a aussi peut-être l'avis sociétal, c'est-à-dire que le LSD a une connotation peut-être un peu moins bonne que la psilocybine,
même si Les champignons. on pense pas forcément que la psilocybine, c'est pas les champignons, tu vois. Voilà, il y a peut-être une déconnexion entre les deux, peut-être, hein, mais c'est pas sûr ça. Puis des profils de tolérance qui sont pas complètement superposables non plus, hein. Donc après, comme l'a dit Bruno, quand on accumule des évidences sur une substance, du coup, c'est plus facile de s'engouffrer dans la brèche que de rouvrir une nouvelle voie. Mais il y a aussi quand même probablement des profils de tolérance qui sont un petit peu différents. Ok, super. On a une question sur l'intérêt de la psilocybine dans la prise en charge spécifique des troubles cognitifs en lien avec l'alcool. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Tu as testé ça, Amandine, dans ton essai? Non, alors on n'a pas, on aura les résultats donc en fonction du score MoCA des patients initiaux, mais on n'a pas refait des bilans neurocognitifs à distance chez les patients. Oui. Donc ce qu'on sait, comme je le montrais un peu sur la diapo, c'est qu'en fait en état aigu, en fait, il y a une légère diminution des performances cognitives, on comprend pourquoi, mais finalement pas si. Et certaines études montrent qu'en fait on maintient justement les performances cognitives même en phase aiguë. Après, dans la phase post-aiguë, il y a une augmentation de certaines performances cognitives, mais qui sont plutôt relatives aux capacités d'apprentissage et donc qui sont impactées en fait dans le trouble d'usage d'alcool. Mais quand on parle de trouble neurocognitif lié à l'alcool, souvent on pense à capacité d'inhibition. Ok. Donc ça, il n'y a pas à ma connaissance de données. Par contre, il y a des données sur ce qui est de plus en plus étudié et donc sur les troubles de cognition sociale qui font partie des troubles neurocognitifs et qu'on retrouve dans le trouble d'usage d'alcool et là qui sont vraiment très très encourageants. Et donc on a mesuré qu'on pourra documenter. Merci beaucoup, Amandine. On arrive à l'heure, hein, parce que ça fait partie de l'intermède de déjeuner. Ah, il y a encore un truc, Benjamin? Je te vois fixer Il y le a encore 2-3 questions. Je crois qu'on peut prendre quelques minutes de retard, donc je propose qu'on réponde aux questions si on a Alors, des réponses dernière, très comme rapides. ça, on arrive à libérer les Alors, gens. Parce donc que c'est Philippe Arvert nous demandait des détails sur psychédéliques et nicotine, mais peut-être que la réponse sera un peu longue. Et je suis On sûr a que un si on travail qui envoie a les... été fait. Peut-être tu peux en dire un mot, là, le travail qui a été fait en rétrospective sur psychédélique et tabac. Bruno, peut-être on peut répondre à Philippe pour Ouais, là. alors psychédélique et tabac, à ma connaissance, c'est quand même c'est pas très très étudié encore. Il y a une étude pilote prospective avec un suivi au long cours qui montrait plutôt une efficacité, mais seulement chez 15 patients. Et il y a une étude randomisée en cours et une autre qui est finie, qui a comparé psychédélique psilocybine, une prise de psilocybine versus traitement de substitution nicotinique et qui montrait un bénéfice à 6 mois sur le taux d'abstinence avec en gros 40% dans le groupe psilo versus 10 ou 11% dans le groupe traitement de substitution nicotinique, mais elle n'est pas publiée encore. Okay. Et nous, c'est vrai qu'on avait fait un travail sur rétrospectif où on montrait qu'en effet, en prise naturalistique, encore une fois, c'est du rétrospectif, donc c'est difficile de faire de la causalité, mais qu'on avait plutôt que les patients qui prenaient des psychédéliques avaient tendance à améliorer, à diminuer leur consommation, avec tous les biais d'une étude rétrospective. Évidemment. Encore une, Benjamin? Oui, c'est plutôt un conseil de lecture ou de formation. Ludovic Mamessier demande quelles ressources à propos de l'état de la science sur les psychédéliques, articles, brochures, auriez-vous à disposition pour la formation continue d'une équipe de XAPA et celle des usagers? Alors, il y a un manuel de réduction des risques. Enfin, pardon, je te coupe la parole, Amine, excuse-moi. Il y a un manuel si c'est pour les usagers, il y a un manuel de réduction des risques, surtout qui existe et qui est disponible sur le site de la Société française psychédélique. Je pense que c'est ça le message principal, parce que sur le reste, on est vraiment sur des études avec pas de notion fiable d'efficacité. Donc, du coup, la formation continue, je pense que c'est plutôt l'accompagnement des usagers à l'heure actuelle. Okay. Alors, je pense qu'après, voilà, après tous ces essais, il faudra laisser un temps de décontation et puis probablement que ce sera l'heure de la pédagogie. Mille merci à tous. Merci Benjamin pour le fil. Merci Amine. Merci Frédéric. Plaisir de te revoir et à bientôt en physique, comme tous les ans au mois de juin. Merci Amandine, merci Benjamin, merci Bruno. Et je ne connais pas les rendez-vous jusqu'ici, il y en a quelques-uns, mais alors, on va vite annoncer les prochains rendez-vous de la section addiction. Et on vous encourage à... Pardon, Amine. Voilà, je crois qu'il y a encore une dia qui doit arriver, non, Arnaud, peut-être derrière. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. C'est ce que je me suis dit. Devenez membre de FPBN, c'est important. Et je pense que vous avez, voilà, les futurs webinaires sont les insomnie et chronobiologie avec les excellents professeurs Geoffroy et Mikoulou Franchi, que je crois que Benjamin connaît bien, il les a connus à la maternelle. Voilà, donc c'est hyper important. Déjà. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant, hyper important, et c'est bientôt, hein, c'est avant Noël, hein, vous pouvez vous inscrire.
Et donc, on a beaucoup de rendez-vous. Et pour ceux qui souhaitent encore poursuivre, il y aura une session psychédélique au congrès de l'Albatros. Alors, je me permets de le dire, je le place, avec probablement aussi des résultats de certains travaux, notamment pour ceux que vous avez en face dans cet écran. Voilà, on va tout faire pour maintenir ce fil rouge sur cette, entre guillemets, innovation qui, je me rends bien compte, comme tout le monde, excite beaucoup nos neurones. Un petit mot, Benjamin. Voilà. Bon, bah, tu as tout dit, Amine. Merci à tous et on revient vite vers vous pour des prochaines dates et des prochains Ah ouais, avec sujets. les dates de nos sections respectives hein, aussi. Et n'hésitez pas à faire des propositions hein, si vous avez des thèmes qui vous paraissent non traités là, par la FPBN, on les considérera avec intérêt. Merci beaucoup. Merci, bon appétit et puis bon week-end et puis bonne fête. Au revoir, merci.